Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, avec un focus sur le secteur pharma européen notamment. Et c'est Éric Le Berrigaud qui est à mes côtés en plateau, analyste pharma, santé et managing director chez Stifel. Bonsoir Éric. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Il faut absolument qu'on reprenne l'histoire de Novo Nordisk avec vous. Non mais, quand je dis reprendre, parce que... Il y a 6-9 mois, vous êtes venu me révéler effectivement la manière dont le marché de la lutte contre l'obésité était en train de changer de dimension. Donc on a déjà eu quelques entretiens à ce même micro pour raconter cette histoire fabuleuse, je trouve toujours. Éric, je voulais qu'on refasse le point quand même sur la situation de Novo. Il y a eu des résultats d'études cliniques qui ont été publiés au mois d'août, qui ont déclenché une nouvelle vague d'enthousiasme des investisseurs. C'est un titre qui a fait x3 sur 3 ans, je crois, c'est ça à peu près, 200% de hausse sur 3 ans pour Novo Nordisk. On est sur un bon plus 40 peut-être depuis le 1er janvier. Donc il y a une nouvelle vague d'enthousiasme déclenchée par les résultats. Je voulais bien qu'on y revienne, qui porte d'ailleurs Novo Nordisk au top des capitalisations boursières européennes. Ça aussi, je dois dire que je ne l'avais pas vu venir. Et quel état des lieux vous dressez du dossier, notamment en matière de valorisation aujourd'hui par rapport à ces perspectives de croissance, dont on a l'impression qu'elles sont en permanence revues à la hausse. Oui. Alors, je crois que la dernière fois, on s'était dit que la prochaine étape, c'était cette fameuse étude SELECT qui allait mesurer, au-delà de la perte de poids, si on avait un bénéfice sur le risque cardiovasculaire. Et on se disait, si ça devait être le cas, là, effectivement, on franchirait une nouvelle étape. Et ça, effectivement, a été le cas, puisque l'étude était construite pour montrer un bénéfice de 17% à minima. Donc, à partir de 17, on avait une étude réputée statistiquement significative. Ils ont montré 20. Donc là, ça va déplacer le centre de gravité vers de l'obésité purement et simplement à probablement quelque chose de beaucoup plus protection de la sphère cardiovasculaire de patients à risque avec facteurs de comorbidité, et ce qui peut aussi déplacer le débat vers différents praticiens, c'est-à-dire on va passer des endocrinos peut-être un peu plus au cardio. Et ce faisant, peut-être on met plus de contenu médical aussi dans la proposition, ce qui nous éloigne un peu du risque d'utiliser ce produit pour aller à la plage. Et voilà. TikTok, pour dire les choses. Voilà. Mais ça pose d'autant plus un problème de couverture, c'est-à-dire comment on paye. Voilà. Donc ça, dans tous les pays, le sujet va se poser. L'équation devient quand même extrêmement difficile, quels que soient les pays, de faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Et de ne pas couvrir. Alors, ne pas couvrir la population large de patients qui rentrent dans la définition de l'obésité par le simple indice de masse corporelle, ça, tout le monde comprend, parce que beaucoup de systèmes explosent si on part là-dedans. Mais en revanche, on peut maintenant imaginer un certain nombre de critères supplémentaires qui permettent de réduire dans un premier temps la population, de partir des patients les plus à risque, qui dérivent le bénéfice le plus important, et puis de commencer comme ça, et puis attendre qu'il y ait plus de propositions de produits, donc une concurrence un petit peu plus forte, parce que là c'est un duopole et pour un certain nombre d'années, ça va le rester. Et donc, on va venir à nouveau plus particulièrement. Et puis, attendre les premiers biosimilaires, évidemment. Et donc, ça va se jouer par les prix. Et c'est à ce moment-là que l'offre probablement s'élargira. Donc, pour revenir à la question de Novo, où est-ce qu'on en est sur la valo, etc., on reste dans la même configuration où, de toute façon, ils ne produisent pas assez, ils vendent tout ce qu'ils produisent, ils nous avaient fixé avant l'été, puis après l'été, puis ils repoussent l'échéance de dire on va être en situation de pouvoir recommercialiser totalement toutes les doses les plus faibles. En fait, quelle est leur astuce pour faire en sorte de ne pas être dépassés ? Et de donner la priorité aux patients qui ont démarré un traitement et de ne pas être à risque de l'interrompre en cours de route, c'est qu'ils limitent la mise à disposition des doses les plus faibles, parce qu'en fait, quand on démarre le traitement, on démarre la dose faible et on monte jusqu'à la dose 7, 8. Et là, on se stabilise. Bon, et donc, en enlevant du marché l'offre des doses les plus faibles, on a moins de nouveaux patients. Bon, voilà, mais bon, on avait dit la dernière fois, ils ont doublé les capex, sauf qu'il faut entre 3 et 5 ans pour que les unités arrivent. Donc, ils sont portés pour un certain nombre d'années. Et donc, en termes de valo, c'est toujours pas scandaleux, notamment si on le mesure évidemment en PEG, parce qu'on peut pas le faire autrement. Évidemment, si on regarde le PE, on a peur, mais on s'enfuit. Mais le point de croissance bénéficiaire. Combien coûte le point de croissance bénéficiaire ? Le point de croissance, il est totalement dans la moyenne. Et donc, est-ce que je préfère payer grosso modo, je faisais l'exercice maintenant en basculant sur 2024, et on a quand même un beaucoup plus grand
groupé sur les grosses big pharma qu'on a eu historiquement, le spread s'est quand même beaucoup resserré. Et donc, Novo est dans la moyenne, alors légèrement un petit peu au-dessus, mais franchement... Ouais, c'est pas donc, Nvidia, quoi. Voilà. Est-ce que je suis choqué de payer un PEG de 1,5, une boîte qui fait 20% de croissance de manière alors pérenne, il faut faire attention au terme, mais en tout cas, sur pas mal d'années, ça va être sur le un cas. horizon Et la visible. visibilité, elle est considérable. Est-ce qu'ils ont prévu, parce que ça aussi, c'était le Graal absolu, c'est au-delà du bénéfice cardiaque, qui paraît... Alors, intuitivement compréhensible. Est-ce qu'ils vont chercher, j'imagine, est-ce qu'ils peuvent trouver des bénéfices, toute maladie, comme vous dites, Eric? C'est dans les tuyaux, enfin, il y a des études prévues là-dessus. Alors, j'allais dire, c'est en train de devenir une aspirine, mais la comparaison est d'autant plus valable que ce qui a été démontré, en fait, dans cette fameuse étude SELECT, c'est une étude de prévention secondaire, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont eu, pour la plupart, un premier accident vasculaire, un infarctus, un AVC, ou qui ont une maladie cardiaque installée, une thrombose. Donc en fait, ils sont généralement sous aspirine, sous antiagrégants plaquettaires, etc. Et en plus, on dit Wegovy ou un placebo. Et donc c'est là qu'on démontre un 20%. Donc en fait, il y a quasiment un effet d'aspirine, quasiment sans jeu de mots. Alors, on a le diabète, on a maintenant l'obésité. C'est passé un peu plus inaperçu, mais ils ont sorti une assez belle étude qui a été publiée dans des journaux sur l'insuffisance cardiaque. Donc il y a aussi un bénéfice chez les insuffisants cardiaques. Et on sait que l'année prochaine, on a NASH. Oh! Et puis, on a Alzheimer. Donc la maladie du foie gras, c'est ça, NASH. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est couverture métabolique. C'est 360, quoi, en fait. Ouais. Ça devient quand même... Bon, on suivra ça avec intérêt. On n'est sans doute pas au bout de l'histoire. Peut-être c'est même le début, d'une certaine manière, de cette histoire et de la manière dont la lutte contre l'obésité, c'est le point de départ. Enfin, le diabète puis l'obésité est en train de changer de dimension. Au-delà du seul cas Novo, qui a quand même remis un petit coup de projecteur, je trouve, sur la pharma européenne. Ouais. Le fait d'être au coude à coude en termes de market cap par rapport à LVMH. Alors, Sanofi a dû l'être à un moment, peut-être, j'ai plus précisément en tête, mais on est habitué à du Total, on était habitué, il y a eu de la tech aussi à un moment, LVMH évidemment, et là c'est la pharma. Beaucoup de gérants, et encore sur ce plateau juste avant vous, quand je leur demande la logique d'investissement qui les anime là, à l'issue de l'été pour la fin d'année, le secteur pharma revient assez régulièrement depuis qu'on a repris l'émission la fin août sur l'antenne. C'est vrai que je regardais, la pharma plutôt bien tenue dans un été qui était assez hésitant sur les indices en Europe. Alors, je ne vais pas vous demander si vous êtes convaincu de l'intérêt de la pharma en bourse, bien sûr, mais est-ce que l'intérêt des investisseurs, vous le ressentez un peu plus aujourd'hui? Et au regard des fondamentaux que vous analysez, des grandes pharmas que vous suivez, est-ce que oui, ça vous paraît être des fondamentaux qui sont particulièrement bien appropriés à la phase de marché du moment qui manque un peu de visibilité, pour dire les choses? Ouais. Alors, ressentir une volonté de repondérer la pharma, je dirais pas ça. En revanche, il y a une vraie recherche de nouvelles histoires, peut-être. Et donc, de rechercher quelles sont celles qui sont peut-être à un point d'inflexion. Alors, de nouveau, c'est devenu consensuel et à la limite, soit on est un petit peu gêné maintenant par le parcours ou par la valo absolue, etc. Mais bon, ça devient aussi difficile de ne pas en avoir. Parce que c'est un vrai pari en soi. Bien sûr. Donc, à la limite, mettons ça de côté. La question, c'est plus à quel niveau je m'expose. Mais après, voilà, comment je complète cette exposition-là. Et donc, je crois que je l'avais dit dans ces termes-là la dernière fois, moi j'aimais bien le tandem des Novartis, Novo Nordisk, parce que Novartis est assez complémentaire de Novo, c'est une histoire un petit peu plus value, retournement, et donc on pourrait enclencher un vrai mouvement de croissance vis-à-vis duquel le marché a encore pas mal de doutes. Donc là, ce qui est plus à jouer, c'est le rattrapage par rapport à un consensus qui est relativement timoré. Alors que, bon, sur Novo, il est bullish, on continue à courir après, mais malgré tout, les attentes sont hautes. Donc ce tandem me paraît intéressant. Et je le disais, sur 24-27, on a maintenant un écart type assez serré. Et donc, ça va être intéressant de savoir, là, c'est probablement le sujet de la fin d'année, avec quel type de topic on rentre en 2024, quelles sont celles qui ont le plus de chances de sortir par le haut. Voilà. Et où ce 1,5 de moyenne, en fait, la fourchette, c'est 1,3, 1,8. D'accord, pour le PEG, c'est ça du secteur. Ouais, c'est vraiment très serré. Alors que l'année dernière, on était 1,2 à plus de 4. Ah ouais, je comprends.
Donc là, vraiment, c'est vrai. Il y a une convergence quand même au sein du secteur. Ouais. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que le secteur va se comporter de manière monolithique, parce que ça n'a pas été le cas de toutes les dernières années. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu réticent à dire pharma ou pas pharma. C'est qu'à l'intérieur, ne serait-ce que des 6 plus grosses capilles européennes, le delta de croissance ou de performance boursière sur une année, sur chacune des 6 dernières, entre la moins bonne et la meilleure, c'est 35%. D'accord. En fait, il ne faut pas trop se tromper quand même dans le pic qu'on fait. C'est c'est un vrai secteur de stock picker, quoi. Voilà, soit on prend jouer sectoriellement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Voilà. Et dans le lot, quand même, derrière ces deux-là qui ont plutôt bien fonctionné, Sanofi s'est pas mal comporté aussi. Donc, oui, j'ai vu. Moi, j'ai regardé Sanofi cet été. Ça a très bien tenu, Sanofi. Voilà. Donc, on sent qu'il y a un frémissement du côté de la R&D avec un pipe un peu moyen terme qui n'est pas inintéressant. Donc là, ils ont 2 lancements, dont le fameux anticorps contre la bronchiolite dont on parle beaucoup en ce moment, pour lequel c'est quand même assez rare, il faut le noter, les gouvernements européens ont débloqué des là, ils ressources. sont prêts, là. Oui. Voilà. Ça doit être un petit peu sensible dès qu'on touche aux enfants. Bien sûr. Voilà. Et donc, voilà, il y a à la fois une dynamique commerciale sur des nouveaux lancements, un pipe moyen terme, et donc, voilà, ça s'aligne un petit peu, c'est plus intéressant. Merci beaucoup Eric, merci pour votre éclairage précieux sur ce secteur de la pharma. On parle des grandes capitalisations du secteur de la pharma en Europe avec vous régulièrement dans ce quart d'heure de Smart Bourse. Eric Le Berrigaud qui était à mes côtés, Managing Director chez Stifel dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.